RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. L'invité aujourd'hui est ce qu'on appelle une tête bien faite, Sciences Po, maîtrise de lettres, licence d'économie, bien d'autres formations acquises en formation continue. Je pense à formation à la décision, gestion de crise à l'international, au management du handicap, conduite de projet. Donc vous avez un bagage plutôt plus que confortable, c'est-à-dire, et vous avez été aussi dans vos fonctions, vous avez eu aussi une carrière assez atypique jusqu'à présent. Vous avez été notamment directrice de cabinet d'André Rossino comme président de la métropole. Vous avez été chargée de mission pendant 3 ans à l'ambassade de Rome, à l'ambassade de France à Rome. Vous êtes aujourd'hui responsable, vous avez été aussi collaboratrice parlementaire. Vous êtes aujourd'hui responsable du pôle des politiques publiques à l'Institut Montaigne, qui est un think tank d'inspiration libérale. Vous me confirmerez ou pas. Et vous êtes Sophie Conrad. Bonjour Sophie, comment allez-vous ? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je vais très bien. Et vous partagez votre vie entre Paris et Nancy. Exactement, je fais partie de ces télétravailleurs. Des Nancy les lundis, vendredis et le week-end pour en profiter, et Paris en milieu de semaine. Donc merci d'être présente ce matin en direct sur RCN dans notre émission. On va pas se raconter d'histoire, on va passer 1 heure à passer en revue votre engagement, vos passions, vos interrogations, vos coups de cœur, éventuellement vos coups de gueule. Et puis voir le regard que vous portez sur l'actualité. Et on va essayer d'avoir un thème un peu plus léger aujourd'hui, à la veille de la trêve des confiseurs, mais c'est vous qui nous avez offert l'opportunité, c'est le bonheur. On parle souvent des choses qui vont mal, on va essayer de parler des trains qui arrivent à l'heure, et même, qui arrivent même éventuellement en avance, puisque vous avez piloté la dernière, ou l'avant-dernière livraison, enfin la dernière livraison du baromètre des territoires de l'Institut Montaigne, qui était publié en novembre, et là ce n'est que du bonheur, ou presque, puisque contrairement, c'est quasiment contre-intuitif, ou par rapport à ce qu'on entend, les Français se disent plutôt heureux. C'est un gros travail que vous avez réalisé auprès de tous les territoires. On parlera notamment du Grand Est. Je vais donner quelques chiffres, on va pas noyer les auditeurs sous les chiffres, mais 78%, donc plus 5% par rapport à la dernière étude de 2018, des Français se disent heureux. Et il y en a même 38% qui se disent très heureux. C'est une augmentation de 5%. Pourtant, le Covid est passé par là. Donc, deuxième grand chiffre, 70% estiment qu'un équilibre a été trouvé entre leur temps de vie personnel, familial, social et professionnel. C'est en augmentation. Et surtout, 57%, donc plus 10%, c'est-à-dire avant ils étaient minoritaires, aujourd'hui 57%, c'est une forte majorité, sont optimistes pour leur avenir professionnel. Là, c'est quand même incroyable ces chiffres. Est-ce que ça vous a étonné là quand Alors ces chiffres sont bons et effectivement ils nous ont quand même étonnés. Après la première édition qu'on avait pilotée avec l'Institut Montaigne en partenariat avec ELAB datait de la crise des Gilets jaunes. Donc c'était aussi dans un contexte particulier. Mais c'est vrai qu'on a souhaité reprendre cette enquête à la sortie de la crise sanitaire, dans une période d'entre-deux, parce que nous sommes maintenant dans la 5e phase, mais on a essayé de trouver un moment où on pouvait questionner les Français sur leur rapport à la vie, leur optimisme, leur rapport à leur territoire. Et de fait, ils sont aujourd'hui 78% à s'estimer heureux. Et même, vous avez cité le chiffre des très heureux, c'est quand même le Grand Est qui est en pole position, donc je voulais quand même le reciter également. 42% des habitants du Grand Est s'estiment très heureux. Donc oui, c'est assez encourageant. Ça montre aussi qu'il y a un bonheur personnel qui est là, qui a été finalement... Il y a une forme de résilience pendant la crise sanitaire. Et le fait et cette capacité à se recentrer sur ce qu'on a appelé le premier cercle, la famille, les proches, les amis et l'essentiel, a fait qu'ils ont traversé la crise et qu'ils sont aujourd'hui plus heureux, en tout cas, qu'ils n'étaient il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc avant de détailler ces différentes données, ces différents résultats, on va parler un peu de vous, sur le principe de l'émission, puisqu'on débute déjà par la présentation ou un peu un nouveau regard,
pour un peu vous dévoiler quand même, savoir qui vous êtes, parce que vous parlez peu, vous avez plutôt des postes plutôt discrets, j'allais dire en back-office. Oui, mais travailleur de l'ombre plutôt. Voilà, travailleur de l'ombre. Est-ce que vous vous situez dans les gens heureux ou très heureux là? Moi, je me situe dans les gens très heureux. Moi, je me considère parmi les Français qui ont énormément de chance parce que j'ai pu choisir et mon parcours professionnel et j'ai aussi une vie personnelle assez épanouie. Donc moi, je me considère très chanceuse. Et à chaque fois, vous avez pu choisir parce que entre Rome et la direction de la métropole, entre être attaché parlementaire, c'est quand même des fonctions très différentes. Alors, c'est des fonctions très différentes, mais avec un point commun qui était quand même le service public et travailler pour un collectif. Mais effectivement, j'ai eu la chance de toujours choisir, entre guillemets, mes patrons. C'est-à-dire, après, je suis arrivée toute jeune au cabinet André Rossino qui m'a fait confiance quand j'avais 23 ans. Je suis arrivée comme simple chargée de mission, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'ai été sa directrice de cabinet, donc une directrice de cabinet extrêmement jeune dans un monde très avec masculin. Un patron, on va dire qu'une réputation d'être très exigeant. Oui, mais alors c'est formateur. C'est presque c'était une excellente formation, c'est-à-dire que c'était un excellent premier patron et j'ai beaucoup appris à ses côtés et une forme d'exigence d'ailleurs qui dure toujours. C'est-à-dire là, j'en ai fait un principe de vie, Et dans vos différents postes aussi, vous avez retrouvé le même principe d'exigence à Rome, ou vous les retrouvez aujourd'hui à Paris? Je crois que je mets à chaque fois la barre un peu plus haut, effectivement. Mais non, la métropole du Grand Nancy, c'était travailler pour des territoires différents, parce qu'on travaille pour 20 communes, ce qui est un petit peu différent. Au Sénat, j'ai eu l'avantage de travailler, alors effectivement, sur toutes les questions de droit, d'institution, mais aussi de travailler avec la communauté des maires, parce qu'un sénateur, il travaille avec toutes les communes et tous les maires. Et les maires ruraux, on avait coutume de les appeler les fantassins de la République, mais ils font un travail absolument extraordinaire au service de nos concitoyens. Et vraiment, cette proximité avec ceux qui s'engagent au quotidien a été aussi extrêmement formateur. Et j'ai pu passer finalement d'une métropole urbaine à un service au service en tout cas des élus plus ruraux. Donc ça, c'était extrêmement formateur. L'Italie, c'est encore un autre champ, parce que pour le coup, c'est la découverte de l'Europe, c'est la découverte d'une ambassade, c'est la découverte du Quai d'Orsay avec l'image qu'on peut en avoir, mais là, la découverte de l'intérieur, mais là encore une fois, au service, et c'était un poste que j'avais au service de la communauté française à l'étranger, et essentiellement dans le sud de l'Italie. Donc ce trait commun, quand j'ai travaillé à la ville de Nancy comme directrice générale adjointe en charge de la proximité, même niveau d'exigence, et là une exigence que nous imposent les concitoyens, parce que là on a une pression du quotidien pour résoudre des problématiques de chaque instant, enfin que ce soit les problématiques de propreté, d'espace vert. Voilà. On est à la fois extrêmement dans le quotidien et avec la nécessité d'avoir un cap à long terme, notamment sur les questions de transition écologique, sur lesquelles j'étais très impliqué et qui fait partie de mes convictions très fortes. Et aujourd'hui, oui, l'exigence, l'Institut Montaigne, voilà, on a une. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avec l'Institut Montaigne, où c'est plus un travail de réflexion, de prospective et tout, que la boucle s'est bouclée, que vous aurez fait le tour, ou vous avez encore d'autres horizons à découvrir Ah non, j'ai encore beaucoup d'horizons à découvrir. Et d'ailleurs, ça a toujours été ma motivation. Mais c'est vrai qu'avec l'Institut Montaigne, j'avais envie de prendre un petit peu de hauteur, de passer effectivement d'une action du quotidien extrêmement concrète, où on voit à la fois les résultats assez rapidement, et de reprendre un peu de hauteur, voilà, pour réfléchir aussi aux enjeux et contribuer de manière différente au débat national, avec un regard public-privé que je n'avais jusqu'à présent assez peu expérimenté. C'est-à-dire, effectivement, on est en contact quand on travaille à la métropole, à la ville, au Sénat, avec les entreprises, les commerçants, au quotidien. Mais là, on est un think tank qui travaille vraiment avec une communauté d'entreprises et d'entrepreneurs extrêmement engagés. Vous sentez plus proche de la réalité économique et sociale en travaillant pour un think tank, qu'en étant DGA, ce que vous avez rappelé, à la ville, ou directrice de cabinet à la métropole, là? Alors, est-ce que vous sentez moins hors sol, on va dire? Alors, non, vraiment, la proximité, les problématiques du quotidien, c'est forcément dans les territoires. Là, par contre, je suis beaucoup plus proche de la façon dont on pourrait faire évoluer la France dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des sphères et de réflexion et de décision que je découvre et qui sont absolument extrêmement prometteuses. Vraiment, il y a une contribution et une collaboration possible entre le public et le privé, où je pense, alors on a encore beaucoup à faire, mais je pense que c'est une des clés de réussite pour demain de la France. Donc les images, justement, des images négatives qu'on on a l'impression que la France est figée, que la France décline. Comment vous battez contre ces idées un peu toutes faites, qu'on va dire, un peu faciles, un peu propos de comptoir? Alors je pense qu'il faut avoir un regard lucide. C'est qu'on a aujourd'hui
des défis à relever très forts. Et d'ailleurs, c'est un peu les enjeux aussi des débats autour de la présidentielle. On s'est attaché à l'Institut Montaigne à faire un décryptage du quinquennat Macron courant de l'été pour essayer justement de partir sur des bonnes bases, de savoir quels avaient été les engagements. C'est l'étude qui est sortie là, au mois de décembre. Bah, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, c'était d'où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller. Donc non, on peut aller encore bien plus loin, je pense. Et vous-même, aujourd'hui, vous définissiez il y a quelques instants comme travailleuse de l'ombre. Est-ce que vous n'avez pas envie de passer à la lumière et un jour de sauter le pas, de vous présenter une élection? Est-ce que ça vous a pas traversé un peu l'esprit? Est-ce que vous n'avez pas été poussé Alors, ça m'a bien évidemment traversé l'esprit. Alors, je dirais pas depuis le début, mais j'ai travaillé au quotidien en proximité avec des élus locaux, des élus nationaux. Donc, effectivement, c'est quelque chose. La chose publique est un véritable moteur. Après, il faut savoir là où on est le plus utile et le plus efficace. Pour l'instant, c'était plutôt dans l'ombre, mais non, mais j'ai un attrait pour les choses publiques et les choses politiques qui restent. Et si vous décidez un jour de passer de l'ombre à la lumière, là, ce serait pour quel mandat? Quel est le mandat qui vous paraît aujourd'hui le plus intéressant, le plus attrayant, celui où l'élu dispose d'une plus grande liberté de manœuvre pour peser, pour agir, pour transformer les choses? Pour moi, c'est le mandat local qui est largement le plus stimulant et le plus intéressant. Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement la capacité à agir au quotidien et à construire l'avenir. Et ça, on le fait vraiment les deux quand on est au local. Après, les mandats nationaux sont extrêmement intéressants aussi. Et je pense qu'on devrait aujourd'hui vraiment revaloriser le rôle du Parlement qui depuis alors ce quinquennat, mais ça date largement d'avant, a été petit à petit dévalorisé. Et je pense qu'on devrait donner un rôle plus central au Parlement. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui, franchement, le Parlement? C'est des chambres d'enregistrement, là? C'est des chambres d'enregistrement, pas que. Encore une fois, c'est un peu une image d'Épinal, je pense. C'est-à-dire que pour avoir travaillé dans une commission d'enquête qu'on avait pilotée, que Jean-François Husson, à l'époque, sénateur avec lequel je travaillais, avait piloté sur le coût économique de la qualité de l'air. Alors, ça date maintenant aujourd'hui, mais cette commission d'enquête a mis en avant des chiffres extrêmement forts qui servent encore de référence et a servi un peu d'électrochoc. Donc, dans sa mission d'expertise et de contrôle du pouvoir, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup à faire et il faudrait, à mon sens, lui donner d'ailleurs plus de moyens. Pourtant, il y avait eu la réforme de Sarkozy pour donner plus de latitude pour l'évaluation des politiques publiques par les parlementaires qui s'en saisissent peu. Les commissions d'enquête, c'est peut-être la seule fenêtre de tir dont ils se saisissent plus facilement, encore que ça soit très encadré c'est et très réglementé. Oui, c'est effectivement extrêmement encadré, mais on voit bien, là, il y a une sorte de multiplication de comités d'experts, et c'est quelque chose qui enrichit la décision pour le politique, mais ce sont des leviers que le Parlement devrait aussi pouvoir développer et prendre en main. Quand vous parlez de comité d'experts, le think tank pour lequel vous travaillez est une forme de comité d'experts. Est-ce que ça, malgré tout le travail qui est assuré par ces think tanks, à gauche, il y a Jean Jaurès, il y en a d'autres aussi, différents think tanks, notamment en politique internationale, qui sont souvent cités. Est-ce que ça pose quand même pas un problème démocratique, normalement? Est-ce que c'était pas le rôle des partis politiques? On a l'impression que la réflexion, la prospective a déserté les partis. Et puis, comme la nature est hors du vide, il y a des gens qui ont eu quelques idées, quelques initiatives. Ils ont créé des think tanks qui les remplacent. Il faut ces laboratoires d'idées. C'est-à-dire qu'il faut des espaces neutres. C'est-à-dire que l'Institut Montaigne est un think tank indépendant. C'est-à-dire qu'on a un système de financement qui nous donne une totale indépendance. On ne reçoit pas d'argent public. Chacun de nos adhérents ne contribue pas plus que 1% de notre budget total. Donc on a une indépendance qui nous permet vraiment d'aborder tous les sujets et en réunissant des expertises, des acteurs et un écosystème extrêmement vaste. Donc ça, c'est vraiment une capacité à agir. C'est extrêmement utile au débat public, c'est-à-dire que nous, on se base sur un certain nombre de sujets, on travaille énormément sur l'éducation. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui qui proposaient, on disait qu'un parti politique qui était pour sélectionner un candidat, proposait un projet, conquérir le pouvoir, aujourd'hui on a l'impression que c'est complètement abandonné, c'est les think tanks. On voit bien dans les quelques émissions qui tiennent encore la route à la télé, on invite des représentants des think tanks, l'Institut Montaigne, Jean Jaurès, l'IRIS, mais on invite rarement des représentants de partis politiques en les présentant comme experts ou comme chargés de tel ou tel domaine.
je peux pas vous donner tort sur ce point-là, mais il y a un travail de fond dans les partis, mais dont je ne peux pas vous parler parce que pour le coup, c'est un monde que je ne connais pas de l'intérieur. Donc, mais il y a quand même un travail qui est fait. Nous, forcément, on cherche à défendre les projets, les idées, les recommandations qu'on pousse, et on les travaille aussi avec eux. On travaille avec des parlementaires, on travaille avec la sphère publique. On est en interaction avec eux. Après, voilà, nous, on a nos idées, on les pousse, on les défend, et on espère que ça peut faire rehausser le niveau du débat public. Bien, eh ben, quand vous poussez les idées, on va revenir en quelques instants après un petit jingle. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. On va revenir bien sûr sur, j'allais dire, l'enquête du jour, sur le bonheur, puisque c'est notre fil rouge de l'émission, même si on apportera par la suite peut-être un petit bémol, mais sur, et vous l'avez commencé à le dire, dans le Grand Est, les gens sont plutôt heureux. Oui. Pourtant, c'est la région qui a le plus trinqué, si j'ose employer l'expression, en termes de contamination, le Covid. On était l'épicentre quand même, c'est la région qui a le plus souffert. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti quand même de la pandémie. On voit même d'ailleurs, chose assez surprenante, attendez, l'autre jour, le Haut-Rhin est un département où le taux de vaccination peine quand même à évoluer. Là. Comment vous expliquez ça ? Alors, effectivement, le Grand Est a énormément souffert de la pandémie, et j'aurais quand même une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital et qui prennent cette nouvelle vague comme un nouveau coup dur. C'est-à-dire que dans la mesure où on a les moyens, malgré tout, de se protéger, c'est quand même assez désespérant pour eux de recommencer des conditions de travail qui ressemblent à ce premier confinement qui était un vrai coup de massue. Donc, ils font, et pour le coup, j'en connais très personnellement. Donc, j'ai vraiment une pensée pour eux. Heureusement qu'ils sont là, et il faut absolument qu'on arrive à les aider à passer cette cape d'ailleurs de Noël, qui va être une période de travail assez hallucinante pour eux, avec des contreparties sur leur famille, sur leurs proches, auxquels il faut quand même qu'on soit solidaire avec eux. Alors, le Grand Est reste heureux malgré ce contexte. Oui, largement, même très heureux, je vous le disais. Il y a vraiment une capacité de résilience, et il y a aussi un attachement à la famille, un attachement au territoire, un attachement aux traditions qui est plus fort dans le Grand Est qu'ailleurs. D'ailleurs, l'attachement aux traditions, je crois que c'est la première région qui le cite. On ressemble un peu à des Bretons aussi. Il y a une forme de bien vivre dans le Grand Est, en tout cas un attachement à ce bien vivre qui fait que vous voilà, pouvez penser malgré les que c'était crises, davantage vrai en Bretagne. Là, c'est quand même surprenant quand même dans le Grand Est. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Non, mais on vit bien dans le Grand Est. Moi, je suis nancéienne. J'en suis partie plusieurs fois. Je suis partie faire mes études à Paris. Je suis revenue y travailler. Vous l'avez dit, je suis partie 3 ans à Rome. Je suis revenue dans le Grand Est. Il y a quand même un attachement et un bien-vivre qui est réel. Et d'ailleurs, contrairement, quand on lit votre étude, contrairement à la moyenne des Français, les gens du Grand Est, les habitants du Grand Est, on ne sait pas comment il faut les appeler. Les Grand Estiens, ça ne passe pas bien. Placent les émotions positives telles que la satisfaction, la confiance et la sérénité avant la lassitude et la nostalgie. Bien au-delà, ils sont vraiment en tête, vraiment du positif. Non, mais pour le coup, je m'en suis, chauvine comme je suis, je m'en suis félicitée. Et dans toutes les présentations qu'on peut faire du baromètre, on a fait une présentation en Bretagne, on va en faire une en Normandie. On exploite vraiment ces résultats, et on souhaite développer cette approche territoriale. Mais voilà, effectivement, on a un bien vivre. Mais quand même, si vous permettez, il y a un petit mais et un grand mais. Oui. Le petit mais, c'est qu'il y a 65%, donc moins 1% qui estiment que leur territoire est un endroit où il fait bon vivre. Là, on va dire que c'est resté stable, mais 65%, c'est pas mal. Mais le gros mais, c'est qu'ils notent tous qu'il y a quand même un problème de dynamisme et d'attractivité. Voilà, ça, il y a un vrai déficit d'image dans le Grand Est. Il y a un déficit d'attractivité. Après, on a testé aussi la difficulté à retrouver un emploi. Alors, le chiffre reste pas très bon à l'échelle nationale, même s'il y a un recul de 13 points par rapport à la précédente édition. Donc, on sent quand même que c'est moins difficile qu'auparavant. Dans le Grand Est, on est à peu près dans la moyenne nationale. Ce qui est vraiment critique aussi dans le Grand Est, c'est la question des commerces. Où là, on a l'impression dans le Grand Est que quand un commerce se ferme, il ne rouvre pas. Et donc là, il y a effectivement une inquiétude économique à ce niveau-là, avec aussi, et c'est aussi un des enseignements de notre baromètre, une différenciation entre les grandes villes
les zones périurbaines, les villes moyennes et les zones rurales, parce que c'est effectivement dans ces espaces où il n'y a plus de commerce, voilà. où il y a une désertification médicale forte. Hein. Oui. On voit bien toutes les collectivités, hein, que ce soit notamment la région qui essaie de créer, ou les départements, des maisons médicales, ils ont du mal à recruter des médecins. Il y a du mal à recruter. Ils trouvent des kinés, ils trouvent des infirmières, ou des infirmiers, mais ils ont du mal à retrouver des médecins. Après, dans le Grand Est, il y a aussi une capacité d'adaptation et de rebond, c'est-à-dire qu'on a, je lisais là une start-up qui essaye de développer justement une adéquation entre l'offre et le besoin médical et qui cherche justement à faire venir des médecins. Donc voilà, il y a une capacité quand même, il y a une envie de s'en sortir qui est assez présente et cette capacité d'innovation, il faut réussir à l'encourager. Mais dans le Grand Est, on a énormément d'atouts et encore une fois, pour travailler sur d'autres territoires, on en a vraiment parfois plus que d'autres. On a une université qui est absolument remarquable, on a une capacité à attirer des étudiants étrangers qui est réelle. On a un maillage économique qui est présent, mais on n'arrive pas à transformer l'essai et on a vraiment qu'est-ce qu'il fait ? C'est image. Juste une question d'image. Faut travailler l'image. On ne sait pas travailler le marketing territorial dans le Grand Est. Je pense que le marketing ne sauve pas tout, hélas. Si seulement ça se saurait avec une baguette magique, on aurait déjà une image redorée. Mais non, c'est un tout et ça sera une manière de. L'image gagnera quand on aura aussi gagné des points sur le plan économique et d'emploi. Et pourtant, même s'ils sont heureux, ou plus heureux que la moyenne, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation importante. Hein, c'est plus 4%, là on est à 35%. Et derrière la santé, c'est la santé la première préoccupation, alors que tous les sondages nationaux donnent plutôt le pouvoir d'achat et santé. Mais ça se... Bon, c'est quand même assez proche, mais là, c'est quand même la santé qui préoccupe. La santé est effectivement la première préoccupation. Alors, en période de crise sanitaire, on aurait pu se dire, bien évidemment, mais en fait pas que, parce que quand on compare les résultats par rapport à la dernière édition, on se rend compte que la question de santé aujourd'hui concerne tout le monde et pas seulement les publics fragiles ou les publics plus âgés. Donc c'est vraiment, on a remis ça au cœur, mais c'est lié à l'idée que pour être bien, il faut déjà être bien chez soi. Et donc la santé devient effectivement le premier sujet. La question du pouvoir d'achat est aussi particulièrement forte dans le Grand Est parce que de mémoire, on est la troisième région qui le cite davantage. La crise économique qu'on craignait a été largement évitée par les mesures d'aide et de soutien. De fait, on peut quand même se dire qu'on était face à un mur. Et le fameux dispositif, le quoi qu'il en coûte, exactement. Plus les départements et la région qui a complété largement le dispositif. Oui. C'est-à-dire que la mobilisation des pouvoirs publics a fait que on est passé à côté du gouffre et de fait, la résilience économique et sociale a fonctionné. Mais pour autant, c'est une vraie préoccupation et la flambée des prix de l'énergie. Voilà, parce que c'est une donnée assez volatile, c'est à la fois structurelle et volatile l'appréhension concernant le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on voit la hausse des prix de l'énergie fait que voilà, le pouvoir d'achat. Je voulais revenir une seconde sur la santé. Est-ce que ça n'a pas lié un peu au vieillissement aussi de la population là ? Parce qu'elle est moins attractive, on perd des milliers d'élèves chaque année, hein, quand même dans les écoles, hein, à chaque rentrée. Et il y a donc de fait un vieillissement de la population. Est-ce que ça n'a pas lié aussi au fait que ça devienne la préoccupation de la santé ? La santé devienne une des principales préoccupations. On a regardé, c'est aussi cité par les personnes jeunes. Donc ça reste une préoccupation intergénérationnelle et transgénérationnelle. Après, la question du vieillissement de la population doit faire partie des sujets dont les politiques publiques doivent vraiment se saisir. C'est-à-dire que là, on a quand même un défi devant nous en termes d'adaptation du logement. Il y a encore beaucoup à faire et c'est un vrai sujet. C'est un engagement qui devait être pris au niveau de la présidence de la République et qui a été reporté parce que... Oui, à le grand âge. Oui, avec le grand âge, et il y a un coût énorme derrière. Il y a un coût énorme, il y a un coût énorme derrière, mais l'Institut Montaigne a publié au printemps dernier un rapport sur le bien vieillir. Il y a aussi énormément d'opportunités, notamment en lien avec l'activité professionnelle des seniors, la façon dont eux, ils peuvent largement apporter à des salariés ou à des personnes qui rentrent sur le marché du travail, et aussi tout ce que ces jeunes seniors qui restent actifs, même à l'entrée en retraite, peuvent contribuer encore au lien social et à notre société. C'est-à-dire que là, il y a énormément à gagner à faire une vraie politique en faveur du vieillissement. Enfin, pas en faveur du vieillissement, mais pour répondre à ces défis. Donnée, vous l'avez un peu déjà amorcé, les habitants du Grand Est sont très attachés à leur région. C'est ce qu'on appelle les enracinés. C'est la proportion d'ailleurs la plus importante dans votre enquête. Parce que dans le Grand Est, il y a 34%, il y a plus 3%. C'est vraiment le souci d'enracinement
et de proximité derrière qu'il est... Oui, c'est vraiment Alors, on a fait une typologie de Français en quatre catégories. Oui. Il y a les affranchis, c'est-à-dire ceux qui finalement ont une aisance qui leur permet de choisir et leur travail et leur lieu de vie, un faible attachement finalement en disant ils peuvent bouger en fonction des opportunités. Ce chiffre-là n'a pas évolué depuis 2 ans, il est resté assez stable. On avait une catégorie, ce qu'on appelle les sur le fil, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté, mais où ça va encore, et on craignait vraiment qu'avec la crise sanitaire, ce chiffre ait augmenté, et on peut quand même se satisfaire du fait, voilà, ils sont restés un quart de la population française. On avait les assignés, qui sont aujourd'hui encore 24%, et c'est trop. Alors d'une certaine manière, encore une fois, on peut se dire que ça n'a pas augmenté, mais là, il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire pour les pouvoirs publics. Et il y a les enracinés, de fait. Et le Grand Est en est une région assez emblématique. Encore une fois, c'est l'attachement à la sphère privée et à l'endroit où on est, et l'endroit où on se sent bien. Cette enquête a aussi montré une forte envie de déménagement de la part des Français. C'est-à-dire que l'enquête a révélé que 8% des Français avaient déménagé, ce qui est beaucoup plus que dans cette précédente édition, et que 19% souhaitaient le faire, ce qui est quand même un Français sur 5. Mais les 8%, ils étaient contraints, c'est pour des liés... Alors, on a un peu regardé... Pour des questions de travail, des questions où c'est la tendance... Moi, j'ai l'impression qu'on surestime des Parisiens qui quittent la capitale pour aller s'installer au fin fond de la Creuse. Alors, c'est une tendance qu'il faudra regarder de près, mais qui existe quand même. Parce que quand on a regardé, il y a une surreprésentation des déménagements chez les affranchis. Donc vraiment, ils sont 13% à avoir déménagé, quasiment un tiers à y penser. Donc il y a quand même véritablement une mobilité, Et quand les affranchis, ils ont les moyens là dans votre catégorie. Ils ont les moyens, je veux dire. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un choix, mais ce qui est aussi instructif, c'est que pourquoi est-ce qu'on déménage ? On déménage pour le cadre de vie. Plus de 50% citent ça comme premier sujet. Donc c'est pour être bien, plus d'espace. C'est la fameuse, un peu l'image des parents qui on est qui très veulent un loin jardin. des assignés là, qui n'ont pas Là, forcément de travail, des petits moyens. On est très loin des assignés. Et avec ce petit paradoxe de dire le souhait de déménagement n'est pas lié du tout à la présence de services publics. N'est pas lié du tout à la présence, par exemple, d'un réseau au débit de qualité. Parce qu'on pourrait se dire, on déménage, mais à condition de pouvoir télétravailler. Mais en fait, non, le premier désir, la première aspiration, c'est un cadre de vie de qualité. Et aussi... Comme vous dites, c'est pas lié au service public. Pourtant, on sait que depuis des années, quand un certain nombre de villages ont proposé des lotissements, en tout cas des nouveaux habitants, tous les maires le disent. Vous avez fréquenté des maires ruraux qui disent on a une pression forte des nouveaux habitants. Faut un cabinet médical, faut un cours de tennis, faut une école. En fait, c'est le choix du cœur et le choix de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent pour la qualité du paysage, ils viennent pour la qualité de l'espace, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est installé, on a quand même envie de retrouver ses habitudes urbaines. Voilà, et son confort urbain. Finalement, est-ce qu'il existe une aptitude au bonheur loin des passions tristes ? Est-ce que le bonheur doit être après tout le but ultime de la vie ? Et quelle est votre définition du bonheur à vous d'abord ? C'est une excellente question. Oui, merci d'apporter une réponse, si vous pouvez. Non, je vais peut-être reprendre mes cours de philo de terminale. Moi, j'ai toujours lié le bonheur à ce courant de philosophie qui était lié au stoïcisme. Alors, ça paraît pas forcément très léger, mais cette capacité à être bien, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les situations, mais toujours tirer le meilleur des moments et savoir reconnaître la chance qu'on a parfois. Plutôt que de mettre en avant les difficultés. Finalement, est-ce que cette quête du bonheur, comme vous la donnez, n'incite pas à considérer finalement comme plus important la perception des événements que les événements eux-mêmes ? Alors, moi, je pense qu'il faut toujours réussir à prendre du recul par rapport aux événements et les mettre à leur juste place. Et à partir du moment où on arrive à les mettre dans la case qui leur correspond, on peut effectivement réussir à trouver son bonheur. Et le bonheur, ça passe forcément par la réussite professionnelle, la performance Alors après, chacun a la performance, non. Après, chacun a ses appétences et ses moteurs. Et encore une fois, réussite professionnelle, ça ne veut pas forcément dire... être reconnu, renommé, un salaire. Je veux dire, la réussite professionnelle dépend vraiment de son moteur. Pour moi, c'est être utile. Et quel que soit il faut toujours, j'arrive à être utile à un moment et où que je sois. Eh ben, on va continuer à nager dans le bonheur avec la chanson que vous avez proposée. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN.
Bon, on se raconte pas d'histoire avec Sophie Conrad depuis une demi-heure et on va encore passer une demi-heure ensemble. Un certain nombre de questions. Sophie, j'ai presque mauvaise conscience, seulement presque mauvaise conscience, à aborder la question suivante sur la nouvelle étude, mais c'est un peu de votre faute, j'allais dire, c'est la nouvelle étude de l'Institut Montaigne qui vient de paraître, qui porte sur les Français, l'état de la démocratie. Là, on va un peu moins parler de bonheur quand même, parce que c'est l'état de la démocratie pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va essayer de pas plomber l'ambiance, mais ça va être un peu compliqué. On va voir comment, vous, l'avocate du bonheur, on peut encore espérer aujourd'hui 2 chiffres, quand même, très rapidement, puis vous allez commenter plus en détail ces résultats. 54% des Français, donc une majorité, jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. 84% pensent que les citoyens doivent prendre une part plus importante dans le processus de crise et de décision. Et puis peut-être un dernier sondage, un dernier résultat, un sondé sur 2, 49%, donc pas tout à fait 1 sur 2, militent en faveur du recours aux référendums locaux et nationaux. Votre regard sur ces résultats, ils vous ont étonné ou finalement c'est une confirmation d'une intuition là? Non, ces résultats n'étaient pas étonnants, hélas. Après, pour resituer cette étude, c'est un point. On a souhaité à l'Institut Montaigne vraiment avoir un regard sur le quinquennat Macron dans l'ensemble des politiques publiques. Donc on a publié un certain nombre de fiches, dont la fiche sur la démocratie, parce que c'était un thème qu'on ne voulait pas rater, mais aussi, encore une fois, pour contribuer au débat public et se dire que la démocratie, justement, c'est ça, savoir d'où l'on part, pour mieux définir où est-ce qu'on veut aller. Effectivement, la démocratie aujourd'hui pose question. D'ailleurs, il y a une vraie interrogation, c'est-à-dire que l'attachement à la démocratie diminue avec l'âge. Et ça, c'est aussi un des enseignements qui est extrêmement inquiétant. On l'a vu, les taux de participation aux dernières élections régionales, on a un taux d'abstention parmi les jeunes qui est juste absolument extrêmement inquiétant. Quasiment 90%. Ouais, exactement. Et on a toute une partie de la jeunesse qui aujourd'hui se sent complètement désengagée, c'est-à-dire n'ira d'ailleurs. On a une conjoncture. Et quand ils votent pour les extrêmes là. Ouais, mais moi je suis plus inquiète pour ceux qui ne manifestent ni ne votent. En fait, c'est-à-dire que finalement ce quart de la jeunesse qui se retrouve dans rien, ni dans son territoire, ni dans le débat local, ni dans le débat national, ni dans aucun engagement. Vraiment, pour moi, il y a un vrai Est-ce que ça ne devrait pas être le vrai sujet aujourd'hui, l'abstention? Parce que quand on entend tous les débats, les amorces de programmes ou des faux programmes ou des actes de contrition, à qui je fais allusion, est-ce que vraiment l'abstention, c'est pas le problème numéro 1 aujourd'hui là? Alors, c'est une vraie inquiétude de la part des candidats. Mais c'est pas le sujet sur lequel on se penche pour faire aujourd'hui des propositions, et c'est d'ailleurs extrêmement dommage. Il y a, encore une fois, je m'attache vraiment à la question des jeunes, mais je pense qu'on a, contrairement à d'autres pays nord-européens, un déficit d'apprentissage de la démocratie à l'école, au collège, au lycée. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de compréhension de ce que sont nos institutions nationales et européennes, ce qui fait qu'aussi on ne s'y reconnaît pas. Donc l'intérêt d'aller voter n'est pas évident. Il y a aussi, à mon avis, et notamment pour le coup, c'est un appel aux politiques entre guillemets quels qu'ils soient. Il y a un vrai sujet de parole donnée, d'engagement tenu, non tenu. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qu'on prend. Parfois, on ne peut pas les tenir et c'est pas grave à condition qu'on sache les expliquer. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est que face à cette peur de l'abstention, face à cette peur de couper le lien finalement avec les citoyens, on fasse de la fausse concertation. Et cette façon parfois de dire non mais j'ai associé, je concerte, etc. Oui, et là pour le coup il y a un vrai risque de déception de encore Nancy, plus forte. Ça existe maintenant, ça existait sous les mandats précédents. Il y a des ateliers de vie de quartier, il y a des conseils citoyens, il y a des comités Théodule. Est-ce que vous étiez plutôt, alors on va dire, vous finissiez comme travailleuse de l'ombre, plutôt côté techno? Est-ce que ça, vous disiez, bon, c'est gentil, on va amuser la galerie, on va créer des faux comités? Non, moi je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que même comité Théodule, c'est un terme que je peux pas tenir. Après, c'est des espaces compliqués à faire vivre. C'est-à-dire que c'est pas simple de réunir le soir des personnes qui ont envie de donner du temps aux autres, à leur quartier, qui ont envie de comprendre un peu les sujets. C'est pas simple et très honnêtement, c'est pas toujours très représentatif de la vie des habitants. Parce que forcément, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont un peu plus de temps ou parfois des problèmes personnels à régler. C'est là qu'on peut penser que la démocratie est vraiment malade parce qu'on va pas chercher les invisibles, les gens qui pourraient avoir quelque chose à dire. Non, je pense que vraiment, la démocratie locale permet de renouer ce lien-là. Et être capable de
de prendre un projet, de l'expliquer. Ouais, franchement, la démocratie locale, franchement, Sophie, dans un village de 1000 habitants, là, on peut le concevoir. Dans une agglomération là, de 260 000 habitants, qu'est-ce qu'on peut avoir comme proximité de démocratie locale ? Là, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que un projet aujourd'hui comme les mobilités qui engage l'avenir du territoire demain, il devrait être exemplaire en termes de concertation et de co-construction. Oui, ça on verra. Il y a des sujets... On verra. Il y a des sujets encore une fois, c'est-à-dire que quand on aménage un quartier, un sens de circulation, être capable finalement d'aller échanger avec ceux qui vivent, les habitants, les commerçants, à venir avec une copie, écouter, revenir avec une deuxième copie, écouter, revenir et arriver à un consensus. Ça, je l'ai fait sur certains sujets, ça c'est possible. Et c'est par ces petites briques, je pense qu'on redonne confiance aussi dans l'action publique. Est-ce que vous pensez que les politiques sont vraiment prêts à partager aujourd'hui là ? Est-ce qu'ils ont conscience de ça ? Alors, partager quoi ? Partager un peu le pouvoir, parce que c'est une forme de partage de pouvoir en disant on va écouter les habitants, tiens, bon, on veut qu'on aménage le rond-point de telle manière, on veut tel emplacement de stationnement de telle manière. Auparavant, c'était les cabinets, les administrations qui décidaient, ou les élus là, qui tranchaient au bout. Aujourd'hui, il n'y a pas les sachants, les technos d'un côté, et les habitants de l'autre à qui on peut imposer des choses. Il y a une vraie expertise d'usage, et tant qu'on ne répondra pas à ces besoins-là, tout ce qu'on pourra aménager, on sera à côté de la plaque. Je vais prendre un exemple à Nancy très concret, le plan BAN, par exemple. Qui aujourd'hui se développe, mais qu'on avait commencé il y a plus de 2 ans. On avait travaillé de manière vraiment main dans la main avec l'ONPA, donc l'Office d'enseignants des personnes âgées. On avait formé nos agents, c'est-à-dire qu'on avait, alors je sais pas si vous aviez vu passer ces images des combinaisons de vieillissement que moi j'ai fait porter à tous mes techniciens. C'est-à-dire plus jamais vous me pensez à un aménagement d'espace public sans avoir mis cette combinaison. Donc on a fait des séminaires, ils ont mis, etc. Et ils ont compris que effectivement la marche à pied c'était pas simple. On a défini des endroits avec les habitants, des endroits d'usage pour mettre ces bancs-là. Et donc là, on peut construire avec eux. Et on l'aurait fait bien moins... Enfin, on l'aurait fait de manière... on aurait été à côté de la plaque si on l'avait fait dans notre bureau. Et ces petites choses, ces petits pas, c'est extrêmement important de les faire main dans la main. Et pour moi, c'est même pas du partage, en fait. Des référendums, est-ce que c'est une bonne solution ? C'est une tarte à la crème ? Quel est votre avis sur les référendums d'initiative locale et tout ? En tout cas, sur les référendums, on en a annoncé plusieurs pendant ce quinquennat, il n'y en a eu aucun. La difficulté des référendums, c'est quelles questions on pose et comment on arrive à avoir un débat serein sur le sujet. C'est-à-dire qu'un référendum qui se transforme en pour ou contre le pouvoir en place, on sait que c'est souvent, on répond pas à la même question. On répond pas à la question, on répond à ceux qui la posent. Non, moi je suis plus au niveau local, ça risque d'être la même chose. Je suis plus pour co-construire les solutions que pour passer par des référendums. Je pense qu'il y a d'autres voies pour construire des solutions. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Voilà, il est 11h40. Sophie Conrad, on va vous soumettre à la question. Là, c'est le questionnaire de Proust, revisité par Bernard Pivot et par moi-même. Si on vous proposait, par exemple, de vous réincarner en un philosophe, vous seriez plutôt Montaigne, Bouddha ou Épictète ? Montaigne. Votre personnage historique préféré ? C'est là où on voit que l'émission n'a pas été... Vous ne donnez pas les questions avant, quand même. Hein. Non, c'est pas dans mes habitudes. Non. Allez, je vais dire Simone Veil. Ouais. Votre écrivain préféré ? Alors, je vais dire Alexandre Dumas. Et je pense que le Comte de Monte Cristo, j'ai hâte de le faire relire à mes enfants. Si vous n'aviez pas été engagé ainsi dans la vie publique, quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? Alors, je voulais être fleuriste quand j'étais adolescente, puis kiné, histoire de prendre soin. Et j'ai fait complètement autre chose. Le défaut que vous détestez le plus chez les autres ? La malhonnêteté. Votre principale qualité ? La capacité de rassembler les gens, rassembler les talents. Et votre défaut principal ? La surexigence par moment, qui est un frein à l'action. Votre couleur préférée ? Le bleu. Et si vous étiez une fleur, vous choisiriez le myosotis, comme ça je reste dans le bleu. Forget me not. Si vous étiez un animal ? J'aime bien les écureuils, les voir gambader à la pépinière ou au parc Sainte-Marie.
Oui, il y a beaucoup d'écureuils. Là, oui, c'est toujours un moment de... Je m'arrête toujours, en fait. Je trouve ça toujours un moment de... Et vous arrivez comme ça à faire des pauses, à couper en disant, voilà, je coupe tout, là, Oui, il faut. C'est essentiel dans la vie de retrouver sa bulle. Je coupe ce soir, d'ailleurs. Je disparais de nouveau. Vous disparaissez, là, pendant tout à vous faites la traite des confiseurs. Voilà. J'ai une vie suractive, donc il y a un moment, il faut se recentrer sur les siens. Oui. Ça, c'est important. C'est ce que vous conseillez aussi à vos collaborateurs, aux politiques que vous rencontrez, là, qui ont parfois du mal à débrancher. Là. Vous pensez qu'ils vont vraiment débrancher, qu'on va être libérés, entre guillemets, là, de la campagne présidentielle là, pendant les 15 jours? Parce que je ne sais plus qui souhaitait qu'on parle de tel ou tel nom autour de la dinde de Noël. Là, Le débat politique est quand même assez compliqué autour de la dinde, je le déconseille largement. Mais non, il faut savoir couper. Après, il faut savoir se ressourcer. Donc après, chacun a ses moments de propres pour le faire. Voilà, ça peut être balade en forêt, balade en nature, les siens, ses proches, mais il faut trouver ses essentiels. Il y avait un livre là, qui est paru il y a quelques années qui disait on ne parle pas de politique à table. Ça vous paraît une bonne chose ou c'est difficile de ne pas parler de politique à table quand on est en famille? Moi, je parle assez peu politique en famille et assez peu politique à table. Mais je vais revenir sur le baromètre. Vous me donnez l'occasion. 70% des Français pensent aujourd'hui qu'on ne peut plus débattre. Et ça, pour moi, c'est un chiffre extrêmement inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'opposer des points de vue, mais ne serait-ce même que de les partager, voire de les exprimer. Et ça, voilà, à table, autour de la bûche, c'est pas forcément conseillé, mais en revanche, je pense qu'on a beaucoup à réapprendre pour se parler, tout simplement. Justement, qu'est-ce qui vous inquiète surtout? C'est la radicalisation, la polarisation de la société ou si c'est les poussées complotistes? Moi, ce qui m'inquiète, c'est la simplification du débat. C'est-à-dire cette incapacité finalement à se dire oui, les choses sont complexes. Les enjeux sont multiples, mais les réponses... Plus complexes qu'avant ou pas? Oui, sans doute. C'est sans doute plus complexe encore qu'avant et qu'on est de fait encore moins capable de les expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des tensions diverses et variées et il faut pouvoir y répondre. Et quand on parle de complexité, on a l'impression de prendre... les gens ont l'impression d'être pris pour des imbéciles. On dit non, c'est trop complexe. Vous savez, c'est plus complexe qu'il en est. On entend des politiques qui ne veulent pas répondre à une question. Ils vous disent non, votre question elle est trop simple. C'est vraiment trop complexe. Mais ça, c'est une manière de ne pas répondre à la question. Je pense que, au contraire, prendre les gens... c'est au contraire les considérer, je pense, que de leur expliquer que la solution n'est pas blanche ou noire et que la solution, elle peut être construite différemment en les associant, en associant les acteurs, en associant les parties prenantes. Il faut réussir, encore une fois, à retrouver une forme de bon sens liée à la situation et adapter les réponses. La simplification du débat, je pense, est vraiment dure pour la démocratie. Vous avez travaillé avec des politiques qui ont des conceptions un peu différentes, mais qui sont proches politiquement. Est-ce que vous arriviez à leur dire de sortir de leur zone de confort, de sortir de la langue de bois? Est-ce que vous osiez leur dire ou vous disiez chacun sa responsabilité? Alors moi, j'ai toujours eu un franc-parler, alors que j'étais forcément moins direct quand j'étais plus jeune. Mais non, oui, moi j'ai eu cette capacité de le dire. En tout cas, il faut. Vous aviez l'impression le sentiment d'être écouté, entendu? Par moment, oui. Oui, il y a une capacité. De toute façon, quand on travaille avec des élus, et je l'ai fait dans des postes, tant que je pouvais justement avoir cette utilité-là, j'y suis resté. Il faut pouvoir dire les choses, parce que si leurs proches collaborateurs ne leur disent pas, qui va leur dire? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui évolue aujourd'hui? Parce que souvent, les cabinets étaient plutôt s'auto-censurer. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, ça évolue, que les politiques sont plus ouverts là-dessus quel que soit leur bord. Quel que soit leur bord. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à réconcilier les Français et les citoyens avec leurs élus. Et il y a énormément à faire. Et je pense que ça passera, encore une fois, par de l'honnêteté, de la spontanéité, des engagements, des faits, des explications. C'est quelque chose qui doit être très fluide et ce sera la seule manière de recréer de la confiance. Et aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques dont on parlait tout à l'heure, vis-à-vis même des institutions. Et ça se reconstruit pas à pas, ça se construit dès le plus jeune âge, et ça se construit aussi dans les faits. C'est, encore une fois, dans une vraie concertation locale, une vraie démocratie locale. Je pense vraiment, et vous me demandiez quel est l'échelon où on peut être le plus utile, cette proximité et cette capacité à réunir dans une salle tous les habitants d'un quartier pour leur exposer un projet. Je pense que c'est comme ça qu'on marque des points et qu'après on peut reconstruire des choses bien plus complexes. Donc aller sur le terrain, être moins hors sol, comme un président de la République qui doit s'adresser davantage aux Français qu'à la France.
aimer follement les Français. Ouais, Il faut ouais. effectivement aimer ses concitoyens, bien évidemment. Mais encore une fois, il suffit pas d'aller dans une salle, dans une réunion publique et dire bon ben voilà, demain il va se passer ça. Ça ne suffira pas. Ça, c'est encore une fois trop descendant. Il faut être capable d'assumer un projet, de définir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, et de défendre à la fois des objectifs, de les construire ensemble, et après de trouver les meilleures solutions. Il suffit pas de faire des réunions publiques. Il faut construire, parler, travailler, et énormément travailler. Sophie Conrad, avant de terminer en chanson aussi, et puis de rester sur le fil du bonheur, je vais vous poser la dernière question que je vous avais un peu annoncée, parce que je ne vous ai pas pris en traite là-dessus. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé exprimer publiquement et que vous êtes prêt à révéler là, tout de suite, immédiatement là? Alors effectivement, vous m'aviez prévenu de la question. Alors, étant un personnage plutôt de l'ombre et rarement de la lumière, en fait, j'ai rarement dit quoi que ce soit en public. Donc en fait, quoi que je dise, ça pourrait fonctionner. Donc je vais sortir par une pirouette en disant que je chante très faux, mais je resterai sur la pirouette. Vous restez sur la pirouette. C'est le début du on va terminer sur la pirouette et puis sur notre fil rouge du bonheur quand même, pour éviter tout déclinisme, beaucoup de confiance. Et garder la confiance, voilà, dans l'avenir. Et on va terminer avec la balade des gens heureux. RCN, www.rcn-radio.org